Tu n'as pas de droit de veto juste parce que tu es mal à l'aise, Thomas, siffla Camille. Une main agrippant son ventre arrondi, l'autre appuyant un couteau de cuisine contre la planche à découper avec un peu trop de force. C'est mon corps, mon travail, ma douleur. C'est moi qui ai le dernier mot. Et moi je suis quoi, juste un accessoire, ripostai-je, les mots plus tranchants que je ne l'aurais voulu. Tu agis comme si je ne faisais pas partie de la vie de cet enfant simplement parce que ce n'est pas moi qui le porte. Elle lâcha le couteau. Le fracas résonna dans la petite cuisine, ricochant sur notre crédence en carrelage blanc et sur le silence que nous accumulions depuis des semaines. C'est moi qui suis épuisé, ballonné, qui vomis un jour sur deux pendant que tu restes assis là à feuilleter des livres de prénoms comme si c'était des mots croisés. Elle pointa un doigt vers la table. Tu veux donner un prénom au bébé? Tu porteras le prochain. Arrête, la prévins-je, la voix basse. Ne me réduis pas au rôle de spectateur dans cette histoire. Ce n'est pas parce que tu es en colère que je vais m'écraser et applaudir à chacune de tes décisions. Camille plissa les yeux, me frôlant l'épaule juste assez fort pour marquer le coup en allant chercher un verre dans le placard. Tu es difficile depuis le début de cette grossesse. Si ce n'est pas les couleurs de la baby shower, c'est le siège auto ou mon médecin. J'ai essayé de m'impliquer, explosai-je, essayant de ne pas transformer chaque sujet en bataille. Mais toi, tu veux le contrôle, pas un partenaire. Tu ne m'as même pas demandé si j'aimais le prénom. Tu me l'as juste annoncé parce que tu agis comme si tout nécessitait une table ronde. Elle claqua, certaines choses, non. C'est comme ça. Et je ne veux pas gaspiller mon énergie à débattre avec quelqu'un qui n'est qu'à moitié investi. Ma bouche s'ouvrit. C'était la phrase de trop. Celle que je ne pouvais pas laisser passer. À moitié investi, répétai-je en m'approchant. C'est moi qui ai réorganisé tout mon emploi du temps pour tes rendez-vous. Qui se lève à 2 heures du matin quand tu n'arrives pas à dormir? Qui n'a pas fait une soirée poker ou passé un week-end tranquille depuis la seconde où on a vu cette deuxième ligne rose? Sa mâchoire se crispa, mais elle ne recula pas. Tu penses que faire les corvées et me frotter le dos fait de toi un super papa, lança-t-elle. Ce n'est pas une question de devoir, Thomas. C'est une question d'instinct. Je sens ce dont cet enfant a besoin et je ne. Je reculai, dégoûté. Tu veux lui donner un nom sans moi? Très bien, mais ne prétends pas que c'est l'instinct maternel. C'est une question de pouvoir. Tu ne donnes pas un prénom à un bébé. Tu plantes ton drapeau. Celle-là fit mouche. Elle tressaillit à peine, mais je le vis. Camille se retourna, verre en main, et sortit de la cuisine sans un autre mot. Ses pas étaient assurés, confiants, comme si elle avait gagné quelque chose, comme si elle n'avait pas besoin de mon accord, seulement de mon silence. L'horloge de la cuisine tic-taquait. Le doux bourdonnement du frigo remplissait l'espace qu'elle avait laissé derrière elle. Je m'assis à la table, fixant le livre de prénoms écorné. Mon pouce atterrit sur un coin plié que j'avais marqué il y a quelques jours. Samuel. Dieu a entendu. Apparemment, moi je n'avais pas été entendu, et c'était peut-être là le problème. Je continuais à me dire que nous avions juste des tensions, pas que quelque chose de plus profond était en train de se briser. Mais en écoutant ses pas s'estomper dans le couloir, je réalisais que quelque chose de froid avait emménagé dans cette maison avec nous. Et que ça ne repartirait pas. C'est arrivé un mardi. Elle attendit que nous soyons dans le salon, regardant distraitement la rediffusion d'une émission de cuisine tandis que la pluie tapait contre les fenêtres comme un léger avertissement. Elle pliait le linge. Son expression était étrangement sereine, comme si elle avait répété ce moment à la respiration près. J'ai décidé d'un prénom, dit Camille légèrement, presque avec désinvolture, comme si elle choisissait des céréales. Je levai les yeux de mon téléphone, clignant des yeux. Pardon? Elle plia un body bleu et le posa soigneusement sur la table basse. Julien. Le nom atterrit comme une pierre dans ma poitrine. Pendant une seconde, je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu. Je ris, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était la seule réaction que mon cerveau pouvait produire. Tu plaisantes, dis-je, la voix sèche. Elle sourit, ne me regardant toujours pas. Non, j'ai toujours aimé ce prénom. Mon pouls battait dans mes oreilles. Camille, on en a parlé. Tu as dit qu'on déciderait ensemble. Elle prit un autre vêtement de bébé, plus doucement qu'avant. Et on a parlé.
Tu n'as juste pas écouté. C'est là que je sus qu'elle avait attendu ce moment. Elle voulait ce moment, non pas pour partager, mais pour contrôler. Sa posture était trop calme, son sourire trop stable. Elle n'annonçait pas un prénom. Elle prononçait un verdict. Tu lui donnes le prénom de ton ex, dis-je doucement, la réalisation me tordant les tripes. Elle me regarda enfin, son expression illisible. C'est juste un prénom. Non, c'est son prénom. Ma voix devint tranchante. Le type avec qui tu sortais avant moi. Celui avec qui je me suis battu à la fac? Tu te souviens de ce type? Camille leva les yeux au ciel et se leva, lissant son sweatshirt sur son ventre. Tu réagis de manière excessive. Non, dis-je en me levant lentement. Je réagis exactement comme n'importe quel mari le ferait en réalisant que sa femme vient de déclarer que leur fils portera le nom d'un autre homme. Elle croisa les bras, levant le menton comme si elle se préparait à une tempête, mais refusait d'être ébranlée par elle. Tu es ingrat. Je porte ce bébé. Je fais le travail. C'est moi qui accouche. Mes mains se serrèrent sur mes côtés. Alors, c'est comme ça que ça va se passer. Tu décides de tout parce que c'est toi qui souffres le plus. Je ne souffre pas, claqua-t-elle. Je me sacrifie pour cette famille. Et toi? Sa voix se brisa, puis remonta, cassante et aiguë. Tu veux juste te battre pour un nom comme si c'était une rivalité sportive. Je veux du respect, criai-je. Je veux sentir que je compte dans cette équation, que tu me vois comme le père, pas juste comme un type qui finance ta mission solo vers la maternité. Les larmes montèrent à ses yeux, mais ce n'était pas de la culpabilité. C'était de la performance contrôlée, chronométrée. Elle se détourna, couvrant son visage de sa main alors que ses épaules commençaient à trembler. Tu me fais passer pour la méchante, sanglota-t-elle, alors que tout ce que je voulais, c'était une grossesse paisible. C'était le coup final, l'échec et mat. Elle savait toujours comment transformer ma colère en honte. Comment me faire sentir comme l'agresseur, même quand c'était elle qui avait versé le premier sang. Et moi, stupidement, douloureusement, je reculai. Je me rassis sur le canapé, les épaules lourdes. Très bien, murmurai-je, la voix épuisée. Si ça compte autant pour toi, appelle-le Julien. Elle ne répondit pas tout de suite, renifla juste, essuya son visage et marcha lentement vers le couloir. Quand elle atteignit l'encadrement de la porte, elle s'arrêta juste assez longtemps pour remuer le couteau dans la plaie. Merci, dit-elle doucement. Je savais que tu changerais d'avis. Puis elle disparut dans le couloir, laissant le silence dans son sillage. Mais cette fois, ce n'était pas du soulagement qui suivit son départ. C'était la certitude que quelque chose était brisé. Je restais là à fixer ce body plié avec le prénom que je ne pouvais plus prononcer à voix haute. Chaque centimètre de notre appartement semblait soudain plus petit, plus étroit, comme si les murs s'étaient rapprochés un peu plus. Et sous toute la confusion, une vérité brûlait clairement. Ce prénom n'était pas un accident. C'était un message. Je n'avais pas prévu d'en parler. Pas ce soir-là. Et pas à Antoine. Nous étions en ville, dans ce genre de bar miteux au sol collant, avec de la bière bon marché et des pichets en plastique. Une rangée de téléviseurs au-dessus du bar montrait un match du PSG qu'aucun de nous ne regardait. Je sirotais un verre, mon deuxième, peut-être mon troisième, assez longtemps pour détendre mes nerfs, mais pas au point de ne plus sentir l'oppression dans ma poitrine. Antoine avait été mon colocataire à la fac. Il m'avait vu ivre de chagrin, euphorique lors de premiers rendez-vous, presque expulsé après cette bagarre derrière la résidence universitaire. Il me connaissait avant les cravates, avant le crédit immobilier. Et Camille, il la connaissait aussi. T'as une sale tête, dit Antoine, me lançant un regard en biais par-dessus sa pinte. Merci, murmurai-je, traînant mon doigt dans la condensation sur la table. Elle t'oblige toujours à dormir sur le canapé émotionnel? Ou elle a fini par abandonner et t'en construire un avec des coussins? Je faillis sourire. Presque. On se parle moins, dis-je, puis je pris une gorgée. On se dispute plus. Antoine hocha la tête, se pencha en arrière. C'est ça le mariage, mec. Une longue conversation pour savoir qui est le plus fatigué. Je fixai le fond de mon verre. Elle a donné un prénom au bébé. Ça attira son attention.
Je croyais que vous étiez encore en train de décider. Apparemment pas, dis-je platement. Elle a juste lâché ça un jour comme si c'était déjà réglé. Julien. Antoine s'immobilisa. Ce fut si soudain que je le remarquai avant de réaliser ce que cela signifiait. Il était au milieu d'un rire, la main levée avec sa bière, puis figé, les yeux verrouillés sur les miens comme si je venais de dire un gros mot à l'église. « Attends, dit-il lentement, baissant son verre. T'as dit Julien? Ouais. Silence. Le bar bourdonnait autour de nous, mais tout ce que je pouvais entendre était le doux tintement de quelqu'un laissant tomber un verre à l'autre bout de la salle et les battements dans mes oreilles. Antoine se pencha légèrement, la voix basse maintenant. L'ex de Camille. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Pas encore. Antoine secoua la tête, presque pour lui-même. Ce Julien-là? Le type que tu as étendu en dernière année? C'est fini. Fini avec elle, finis-je doucement. Il expira fortement. Bon sang, Thomas. Je fixai la table, mon souffle se bloquant. Un souvenir refit surface, non invité et cruel. Camille à l'université. Plus jeune mais pas plus douce. Riant un peu trop fort à la blague d'un autre mec. Moi, plus jeune aussi, plus bête, entrant dans une fête et les voyant se tenir trop près l'un de l'autre. Julien, sa main sur sa taille, la bagarre qui suivit, le sang sur ma chemise. Ça ne voulait rien dire, avait-elle dit à l'époque. Ce n'était personne. Mais maintenant, elle donnait son prénom à notre enfant. Antoine se pencha en avant, la voix tranchante maintenant. Tu penses vraiment que c'est juste une coïncidence? Je ne répondis pas. Je ne pouvais même pas cligner des yeux. Mon esprit s'emballait. Chaque dispute, chaque regard dédaigneux, la façon suffisante dont elle prononçait son nom. Ça va, demanda-t-il, plus doucement cette fois. Je hochai la tête lentement, mais le mensonge avait un goût amer. Je n'allais pas bien. Quelque chose s'était fissuré grand ouvert et le froid s'y engouffrait. Antoine prit une gorgée, les yeux toujours sur moi. Mec, je ne veux pas déclencher une tempête ici, mais tu devrais peut-être creuser un peu. Ce choix de prénom. Ce n'est pas anodin. Je sais, dis-je finalement. Les mots sortirent creux. Mon estomac se tordit alors que mon cerveau commençait à assembler des pièces que je ne voulais pas voir connectées. Je pensais à l'insistance de Camille, à sa défensive. La façon dont elle pleurait quand je résistais, pas avec un cœur brisé, mais avec des larmes utilisées comme des armes. Je dois lui redemander, murmurai-je. Antoine me lança juste un regard. Une tempête avait commencé en moi, et je n'avais aucune idée d'où elle mènerait. Je ne rentrai pas directement à la maison après le bar. Je conduisis pendant près d'une heure, tournant sans but autour des pâtés de maison dans le silence, les lampadaires scintillant sur le pare-brise comme des accusations silencieuses. La ville semblait floue à travers ma vitre, brumeuse, mal formée comme mes pensées. Je continuais à l'entendre dans la voix d'Antoine, « Tu penses vraiment que c'est juste une coïncidence ?» Au moment où je me garais devant notre immeuble, je n'étais sûr que d'une chose. J'avais besoin de l'entendre le dire à voix haute. Sans échappatoire, sans sourire, sans théâtre, juste la vérité. J'entrai et trouvai Camille recroquevillée sur le canapé, une couverture sur les jambes, une tasse dans les mains. Elle regardait une émission de rénovation de maison, mais le volume était si bas que c'était pratiquement silencieux. Elle leva les yeux quand j'entrai. « Eh, tu es en retard. » Je ne répondis pas. J'accrochai simplement mon manteau et entrai dans la pièce, sans m'asseoir. Elle remarqua la différence instantanément. Ma posture, la tension. Son sourire vacilla. Je pris une inspiration. Je dois te demander quelque chose. Elle cligna des yeux. D'accord. Je restai près de la cheminée, gardant une voix égale. Le prénom Julien. C'est le nom de ton ex, n'est-ce pas? Elle me fixa. Trop longtemps. Juste assez longtemps pour tout dire. Puis elle eut un petit rire soufflé et secoua la tête. Thomas, sérieusement? Tu remets vraiment la fac sur le tapis maintenant? Réponds-moi. Son sourire s'effaça. Ses doigts se resserrèrent autour de la tasse. C'est un prénom courant. Arrête ton petit jeu, Camille. Elle détourna le regard.
J'aime la sonorité. Tu aurais pu choisir n'importe quel prénom. N'importe quel prénom au monde, et tu as choisi celui-là. Le type avec qui je me suis battu. Celui dont tu m'as dit qu'il ne signifiait rien. Sa mâchoire tressaillit, mais sa voix resta calme. Tu deviens paranoïaque. Je fis un pas en avant. Dis-moi que ce n'est pas son nom. Dis-moi que ce n'est pas une façon tordue de... Quoi? Te venger de moi? Revivre quelque chose? Thomas, claqua-t-elle, sa voix se brisant maintenant. Tu imagines des choses. Tu fais toujours ça. Tu déformes tout. Je ne bougeais pas. Je ne tressaillis pas. Tu as menti, Camille. Ses yeux s'embuèrent. Pourquoi m'attaques-tu? Parce que tu caches quelque chose? Je suis enceinte, cria-t-elle, les larmes coulant maintenant, le mascara striant sa joue. As-tu la moindre idée de ce que c'est que de porter cet enfant et d'être accusée comme si j'étais une méchante? Je secouai lentement la tête. Je n'accuse pas, je demande, et tu évites la question. Elle se leva, tremblante. Tu es stressée. Tu as la pression au travail. Tu projettes. C'est tout ce que c'est. Je la fixai, le cœur battant. Tu dis que j'imagine des choses, mais tu n'as toujours pas prononcé les mots. Elle se tut et puis, d'une voix à peine audible, elle chuchota, je ne pensais pas que tu te souviendrais de son nom. Ce silence, il brisa quelque chose en moi. Je me détournai, ayant besoin de distance, car si je la regardais plus longtemps, je ne savais pas ce que je dirais. Elle commença à pleurer plus fort maintenant, de gros sanglots résonnant dans la pièce calme. Je n'ai pas fait ça pour te blesser, gémit-elle. Ce n'était pas prévu. C'est juste venu à moi et ça semblait juste. Je me retournai lentement, ma voix froide. Non, c'est venu à toi parce que tu ne l'as jamais oublié. Elle couvrit son visage de ses mains, s'effondrant sur le canapé. S'il te plaît, arrête. S'il te plaît, ne fais pas ça ce soir. Mais nous étions déjà là, déjà au-delà du point de non-retour. Je restais là à fixer la femme que j'avais épousée, celle que je pensais comprendre. Et à ce moment-là, tout ce que je voyais était une étrangère qui ne pouvait même pas dire le nom sans mentir d'abord. Le lendemain matin, je m'assis à la table de la cuisine, fixant mon café jusqu'à ce qu'il refroidisse. Camille n'avait pas dit un mot depuis l'explosion de la veille au soir. Pas un mot, pas un texto, juste un silence ponctué de sanglots étouffés derrière la porte de la chambre. Je ne lui courus pas après cette fois. Au lieu de cela, j'ouvris mon ordinateur portable et commençai à creuser. Ça ne prit pas longtemps. Quelques connaissances communes, quelques vieux contacts, et soudain Julien n'était plus juste un nom de mon passé. Il était réel à nouveau. Vivant en banlieue pavillonnaire avec une femme, un crédit immobilier, et un visage que je n'avais pas vu depuis plus d'une décennie. Ce visage me démangeait toujours les jointures. Je ne lui envoyais pas de texto. Je ne lui donnais pas la chance d'esquiver. Je conduisis simplement. Son quartier était douloureusement domestique. Des carillons éoliens. Des couronnes d'Halloween encore accrochées en novembre. Des vélos d'enfants sur la pelouse. Je restai assis dans ma voiture pendant 10 minutes avant de pouvoir me résoudre à sortir. Mon rythme cardiaque n'était pas régulier. Il était erratique, comme si mon corps essayait de me prévenir, n'ouvre pas cette porte. Mais je m'approchai quand même et frappai 2 fois. Julien ouvrit, et le temps ne bougea pas. Il avait l'air presque le même, juste un peu plus lourd, un peu plus fatigué. Il avait toujours ce sourire en coin trop travaillé qu'il utilisait à la fac. Le genre qui faisait se pencher toutes les filles un peu plus près. Thomas, dit-il en clignant fort des yeux. Waouh, ça fait un bail. Je ne souris pas. Il faut qu'on parle. Il hésita, sortant à moitié sur le porche. Tout va bien? Je le fixai. À toi de me le dire. Son sourire vacilla. Je veux la vérité, dis-je. Est-ce que toi et Camille? Je m'arrêtai. Ma mâchoire se verrouilla. Avez-vous eu des contacts depuis la fac? Les yeux de Julien s'écartèrent. C'était la première fissure. Écoute, mec, c'était il y a des lustres. Ne me sors pas l'excuse du temps, claquai-je. Il s'est passé quelque chose? Il déglutit difficilement. Non,
je veux dire, on s'est croisés quelques fois, mais rien de sérieux. Cette réponse n'était pas assez nette. Il y avait des parasites sur les bords. Tu transpires, dis-je en croisant les bras. Il essaya de rire, échoua. Il fait juste chaud dehors. On est en novembre. Il ouvrit la bouche juste au moment où une voix retentit de l'intérieur de la maison. Qui est à la porte? Une voix de femme. Aiguë, sur les nerfs. Et puis elle apparut. Sophie, sa femme, supposai-je. Blonde, mi-trentaine, cheveux en chignon décoiffés, et la fureur illuminant déjà son visage. C'est qui, ça, aboya-t-elle en me toisant de haut en bas. Julien se tourna, troublé. C'est personne. Juste un vieux. Personne, claqua-t-elle. C'est à propos d'elle? Je me figeai. Sophie s'avança sur le porche, le foudroyant du regard. Je le savais. Je savais que tu me trompais. Tu cachais des messages, tu agissais bizarrement. Sophie, arrête, essaya Julien, mais elle était déjà au-dessus de la falaise. C'est qui, elle? Hein? Qui est la femme pour qui tu risques tout? Elle se tourna vers moi. Est-ce qu'il me trompe avec votre femme? Ma gorge devint sèche. Il ne nia pas. Il ne dit pas un seul mot. Ce silence était un aveu. Je le fixais, le froid se répandant dans ma poitrine comme de l'essence renversée. Tu l'as vraiment fait, murmurai-je. Tu as couché avec elle. Julien passa sa main sur son visage, les yeux écarquillés maintenant. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Le visage de Sophie s'effondra. Elle laissa échapper un souffle comme un ballon qui se dégonfle. Espèce d'incroyable lâche. Elle fit volte-face et retourna en tempête à l'intérieur. La porte claqua si fort que le porche trembla. Julien s'appuya contre l'encadrement comme s'il venait de se faire tirer dessus. Je ne dis rien d'autre. Je n'avais pas à le faire. Je me tournai, retournai à ma voiture et m'assis sur le siège conducteur pendant ce qui sembla être des heures. Tout ce que j'avais craint, tout ce que j'avais essayé de rationaliser. Tout était réel. Et le pire, Camille ne m'avait pas seulement trahi. Elle l'avait fait en sachant que je serais toujours celui qui resterait pour nettoyer les dégâts. Au moment où je franchis la porte d'entrée, le ciel virait déjà au crépuscule. Le froid de Paris s'était glissé sous mon manteau, mais je ne frissonnais pas. J'étais engourdi. Camille avait dû faire les 100 pas, attendre, car au moment où elle entendit le loquet cliquer, elle apparut au bout du couloir comme invoquée par une alarme silencieuse. Ses yeux étaient cernés de rouge, ses joues pâles. Elle ouvrit la bouche, mais je levai la main. Ne parle pas. Elle se figea, enroulant ses bras autour d'elle-même. Je ne savais pas que tu allais découvrir, dis-je platement. Non, tu espérais que je ne découvrirais pas. Son menton trembla. Laisse-moi t'expliquer. Non, claquai-je. Ce n'est pas une de tes petites pièces de théâtre, Camille. Tu ne peux pas pleurer sur commande et t'attendre à ce que le public oublie la scène précédente. Le salon était silencieux comme une tombe. Le même espace où nous avions autrefois choisi les couleurs de peinture pour la chambre du bébé. Maintenant, on aurait dit un tribunal. Et je ne portais pas la robe. Je portais les menottes. Tu as donné à notre enfant le nom d'un homme que tu voyais encore, dis-je en m'approchant. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit que c'était une coïncidence. Et puis tu m'as laissé porter la culpabilité d'avoir posé la question. La voix de Camille se brisa. J'ai fait une erreur. Je ris. Froidement. Creux. Une erreur? Non. Une erreur, c'est laisser tomber une assiette. Tu as fait un choix. Elle vint vers moi, sa voix montant, se brisant. Thomas, s'il te plaît, ne fais pas ça. On est si proches. Le bébé est presque là. On peut surmonter ça. J'ai paniqué. Je ne savais pas comment arrêter ça une fois que ça avait commencé. Alors, tu as menti pour avancer. Je ne voulais pas te perdre. Trop tard. Elle recula en titubant comme si je l'avais frappée, tombant sur la coudoir du canapé. Le bébé donna un coup de pied. Elle grimaça, puis se tint le flanc. J'ai peur,
Thomas, chuchota TL. Je ne veux pas l'élever seule. Je passai devant elle pour aller dans la cuisine. Je versai de l'eau que je ne bus pas. Laissai le robinet couler trop longtemps. Puis, finalement, je me retournai. On fait un test de paternité. Je prononçai les mots comme du fer. Elle tressaillit. Quoi? Quand il sera né? Je n'élèverai pas le fils de quelqu'un d'autre sans connaître la vérité. Les larmes montèrent à nouveau rapidement. Mais je ne flanchai pas cette fois. Thomas, s'il te plaît. Elle tendit la main vers moi, désespérée. Je te laisserai lui donner un prénom. Tout ce que tu veux. Je ne parlerai plus jamais à Julien. Je ne sais même pas s'il est de moi, Camille. Ça l'arrêta. Tout dans son visage s'effondra en un instant. Elle s'affaissa sur le canapé, chuchotant dans ses mains. Je ne sais pas non plus. La pièce bascula. Le silence qui suivit n'était pas une pause. C'était un jugement. Un verdict scellé dans le silence. Elle sanglota. Il a dit que c'était seulement une fois. Je pensais que ça n'avait pas d'importance. Je pensais que tout allait juste disparaître. Et tu m'as laissé construire une chambre d'enfant avec ce mensonge suspendu au-dessus de nos têtes. J'essayais de nous protéger. Non. Je secouai lentement la tête. Tu te protégeais toi. Elle leva les yeux vers moi alors, le mascara striant son visage. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je regardais autour de moi la maison que j'avais aimée autrefois. Les livres que nous avions empilés, l'échographie encadrée sur le mur, l'avenir que nous avions peint comme s'il était certain. Et puis je la regardais. J'attends, dis-je doucement, le test. Elle ouvrit la bouche à nouveau, mais cette fois je ne la laissai pas parler. Je sortis de la pièce, sans claquer la porte, la fermant juste comme la dernière page d'un chapitre trop douloureux à relire. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique et la terreur grandissante. Cela faisait 26 heures de travail. J'avais à peine prononcé 10 mots depuis notre arrivée, et Camille n'avait pas essayé de m'en forcer davantage. Pas cette fois. Elle était pâle, en sueur, agrippant le bord du lit comme si le monde se dérobait sous elle. Les infirmières s'affairaient autour de nous, ajustant les moniteurs, offrant des encouragements. Les murs étaient doux, bleus, presque apaisants, comme s'ils essayaient de prétendre que ce qui se passait ici n'était pas en train de déchirer quelque chose. Puis le cri vint. Oh, perçant. Un garçon, annonça le médecin comme une cérémonie. J'entendis les mots, mais j'avais l'impression d'être sous l'eau. Je restais là, enraciné au sol, regardant une infirmière nettoyer le visage du bébé. Ses mains étaient si petites qu'elles ne semblaient pas réelles. 10 doigts, 10 orteils. Un parfait petit inconnu. Camille sanglotait dans son oreiller. Plus de douleur maintenant, quelque chose de plus profond. Le genre de pleurs qu'aucune péridurale ne pouvait toucher. L'infirmière me regarda, souriant poliment. Voulez-vous le tenir? Mes pieds ne bougèrent pas. Finalement, je fis un pas en avant et tendis la main. Il était léger, chaud, vivant, et je n'avais aucune idée de à qui il appartenait. J'essayais de ressentir quelque chose. De la joie, de l'admiration, de l'espoir, mais il y avait un mur entre nous, un mur de verre que je ne pouvais pas briser, construit brique par brique à partir de tout ce que je savais maintenant. Le bébé bâilla. Ses yeux papillonnèrent. Il ne pleura plus. Il était calme. Je détestais ne pas pouvoir l'être. Une infirmière entra avec un presse-papier, s'éclaircissant la gorge. Monsieur Dubois. Nous aurons besoin d'un rapide prélèvement buccal quand vous serez prêt pour le panel de paternité. Camille remua sur le lit, la voix à vif. On ne peut pas attendre un jour? Non, dis-je platement. On le fait maintenant. L'infirmière hocha la tête, puis se glissa doucement entre nous, frottant l'intérieur de la joue du bébé et scellant l'échantillon dans un tube étiqueté. Elle me tendit un deuxième écouvillon pour moi. Je n'hésitais pas. Un frottement, un seau, une signature. C'était tout. Camille tourna son visage vers le mur. Elle ne parla pas. Elle ne pleura plus. Quand ils emmenèrent le bébé pour la pesée et les tests, je suivis dans le couloir. Ils me tendirent un petit bonnet bleu et la couverture dans laquelle il avait été enveloppé.
Puis quelqu'un me donna le lion en peluche que j'avais apporté de la voiture des heures plus tôt, un cadeau que j'avais acheté il y a des mois, à l'époque où je croyais encore. Je m'assis sur un banc d'attente près des distributeurs automatiques, le lion sur mes genoux. Mes mains tremblaient. Je ne sais pas combien de temps je restais là. Assez longtemps pour que des familles passent devant moi en riant. Assez longtemps pour qu'un concierge passe la serpillière 2 fois au même endroit. Assez longtemps pour que Camille soit emmenée en salle de réveil sans demander où j'étais passé. Je fixais le lion, ses yeux cousus me fixant en retour comme s'ils avaient des réponses que je n'y vais pas. Et s'il n'est pas de moi? Et s'il l'est? J'étais terrifié par les deux. Et quelque part en dessous de tout ça, enfoui dans le bruit et l'épuisement, une voix continuait de chuchoter la chose que je ne voulais pas affronter. Peu importe ce que dirait le test, quelque chose avait déjà été perdu. Une semaine passa dans les limbes. Camille rentra à la maison la première. Je restai une nuit de plus chez mon frère avant de retourner dans l'appartement que nous appelions tous deux le nôtre autrefois. La chambre du bébé était prête, peinte en gris doux avec de petits autocollants de lion sur les murs. J'évitais d'y entrer. Je ne voulais pas entendre le grincement de la chaise à bascule que j'avais assemblée avec un espoir silencieux. Nous nous parlions à peine, sauf pour les mises à jour, repas, couches, rendez-vous. Sa voix restait basse. La mienne restait plus basse. Puis un matin, l'email arriva. Je le vis dans ma boîte de réception. Ligne d'objet clinique et froide, résultat du rapport de paternité disponible. Je me figeai. Camille avait dû entendre la vibration depuis la cuisine car elle se précipita dans le salon juste au moment où je cliquais sur le lien. Son visage changeait déjà désespéré, plein d'espoir, répétait. « C'est là ?» demanda-t-elle, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Je ne répondis pas. Mes yeux scannaient le PDF rapidement. Probabilité de paternité, 99,9%. Camille laissa échapper un son entre un halètement et un rire. Tu vois Thomas, c'est bon. C'est bon. Tout va bien maintenant. Mais je ne souriais pas. Je ne bougeais pas. Mes yeux s'étaient arrêtés, verrouillés sur quelque chose qui aspirait l'air directement hors de mes poumons. Le rapport ne portait pas mon nom légal, Thomas Dubois. Il indiquait Nicolas Lefebvre. Et l'adresse, ce n'était pas la nôtre. C'était une adresse où je n'avais jamais vécu. Je ne reconnaissais même pas le code postal. La voix de Camille perça le brouillard. Ça dit que tu es le père. C'est ce qui compte. Je tournai la tête lentement. C'est toi qui as soumis ça, demandai-je, la voix serrée. Quoi? Son sourire vacilla. Ce n'est pas à moi, dis-je en pointant l'entête. Ce n'est pas mon nom, et ce n'est pas notre adresse. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Ses yeux clignèrent rapidement, comme si elle essayait de traiter la rapidité avec laquelle le sol se dérobait sous ses pieds. Je ne sais pas. C'est peut-être une erreur administrative. Non, dis-je froidement. C'est le résultat de quelqu'un d'autre. Camille recula, la main agrippant sa chemise. Ça a dû être mélangé. Thomas, s'il te plaît, appelons juste la clinique. Ils peuvent expliquer. Je me levai lentement, le cœur battant comme un tambour de guerre. Qui a soumis les échantillons? Je l'ai fait, mais j'ai utilisé ta pièce d'identité. Et quoi? Ma voix s'éleva. Tu as encore truqué le truc. Tu as soumis le nom de quelqu'un d'autre. Tu as essayé d'enterrer la vérité une fois de plus. Camille s'effondra. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je pensais que peut-être si tu voyais 99,9%, on pourrait passer à autre chose. Tu pensais que si tu me donnais l'illusion de la vérité, j'arrêterais de poser des questions. Elle couvrit son visage. J'avais peur. Tu devrais, dis-je, parce que maintenant j'ai fini de demander. Elle recommença à pleurer, mais cette fois quelque chose était différent. Il y avait de la panique. Une vraie panique brute. Je pris mon manteau et mes clés, le cœur engourdi. Je vais à la clinique, dis-je sans la regarder. Je veux les vrais résultats, ceux avec mon nom. Sa voix se brisa derrière moi. Thomas, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut juste laisser tomber. Mais j'étais déjà à mi-chemin de la porte. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, je ne ressentais pas de doute.
Je ressentais de la fureur. Le genre qui ne crie plus, qui brûle simplement. Le trajet jusqu'à la clinique fut d'un silence de mort. Pas de musique, pas de nouvelles, juste le bourdonnement des pneus et l'écho de chaque moment qui m'avait mené ici. Mes doigts tambourinaient sur le volant au feu rouge, mais mon cœur était étrangement calme. J'avais déjà dit adieu à l'espoir. Maintenant, j'avais juste besoin de preuves. À l'accueil de la clinique, je demandai le directeur. 30 minutes plus tard, j'étais assis en face d'un homme mince en gilet gris qui ajusta ses lunettes 2 fois avant de parler. Oui, monsieur Dubois. Nous avons effectué le test avec les informations fournies, Nicolas Lefebvre. Cependant, cette pièce d'identité ne correspondait pas au père inscrit sur le certificat de naissance. Donc, vous l'avez signalé. Nous l'avons fait, et nous avons analysé un deuxième échantillon. Cette fois, il regarda par-dessus ses lunettes, sous votre vrai nom. Il fit glisser une enveloppe blanche sur le bureau. Je la fixai. Mon nom imprimé dessus. Mon adresse. Pas de faute d'orthographe. Pas d'ombre. C'est le résultat officiel. Oui. Scellé. Il hocha la tête complètement. Je la glissai dans ma veste sans l'ouvrir. Pas ici. Pas sous les lumières fluorescentes. La vérité méritait le silence, et elle avait besoin de l'entendre avec moi debout dans la pièce. De retour à l'appartement, Camille était dans le fauteuil à bascule, tenant le bébé comme un bouclier. Elle leva les yeux quand la porte s'ouvrit, les yeux rouges, les lèvres serrées. « Tu y es allé » dit-elle doucement. Je ne répondis pas. Je sortis l'enveloppe de mon manteau et la posai sur la table basse entre nous comme une bombe. Elle la regarda, puis me regarda. « Thomas » chuchota-t-elle. « On peut juste parler ?» C'est ça, la discussion. Elle ne bougea pas. Je m'assis sur le bord du canapé et ouvris l'enveloppe. Pas de théâtre, juste une déchirure le long du seau. Une respiration calme. Puis je sortis la page et lus. Probabilité de paternité, 0%. Les mots résonnèrent plus fort que n'importe quel cri aurait pu le faire. La main de Camille vola à sa bouche. Le bébé remua mais ne pleura pas. Je la regardai calmement alors que le monde s'effondrait en elle. Elle laissa échapper un son, mi-sanglot, mi-halètement, et baissa les yeux. Je ne savais pas. Je ne clignais pas des yeux. Tu t'en fichais. C'est pire. Je pensais qu'il était de toi, chuchota-t-elle, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Et puis tu as pensé que je ne le découvrirais jamais. Elle se brisa alors. Vraiment brisée. Son corps se plia sur le bébé, sanglotant dans sa couverture, comme si ses excuses pouvaient être tissées dans les fibres des vêtements de l'enfant. J'avais peur, dit-elle à travers ses larmes. Je ne voulais pas être seule. Je ne voulais pas tout gâcher. Tu as tout gâché au moment où tu lui as donné un nom dont tu savais qu'il m'anéantirait. Je ne voulais pas. Si, tu voulais. Je me levai. Elle leva les yeux vers moi, les cheveux collés à ses joues, respirant par halètement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je la regardais de haut, la femme qui m'avait promis l'éternité autrefois. Maintenant, elle était juste quelqu'un que je connaissais, tenant quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment. Je vais parler à un avocat, dis-je simplement. Ses bras se resserrèrent autour de l'enfant. Tu pars vraiment, chuchota-t-elle. Ce n'est pas moi qui suis parti, dis-je. Toi, tu l'as juste fait en silence. Elle ne discuta pas. Ne pouvait pas. Alors que je marchais vers la porte, elle m'appela. Pas avec colère, mais avec ce désespoir creux de quelqu'un qui voit enfin ce qu'il a fait trop tard. Thomas, s'il te plaît. C'est encore juste un bébé. Je marquai une pause, la main sur la poignée de porte, puis me tournai légèrement, les yeux au sol. C'est ton bébé, Camille. Et je sortis. Le couloir ressemblait à de l'air pour la première fois depuis des semaines. De l'air froid et honnête. En bas, je montai dans ma voiture et restai juste assis là, les mains sur le volant. Je n'étais pas sûr de ce qui allait suivre, mais je savais ce qui était fini, et c'était plus de clarté que je n'en avais eu depuis des mois. Le tribunal sentait le papier et les vieilles rancunes. Je portais un costume bleu marine qui ne semblait plus appartenir à un mari, juste à un homme prêt à clore un chapitre. Camille était assise 2 bancs plus loin, vêtue de beige, petite et fatiguée.
Elle ne me regarda pas. Elle n'en avait pas besoin. Le jugement fut simple, propre, des papiers passés d'avant en arrière. Un tampon de notaire, un bip numérique sur l'ordinateur portable du greffier. Juste comme ça, nous étions défaits. Je signai la dernière page, la rendis et me levai. Pas de mots, pas de dernier regard, juste la douce fermeture d'une porte alors que je quittais la salle d'audience, divorcé. Dehors, le froid frappa fort. Le vent s'engouffrait dans les canyons de béton du centre-ville. Je ne m'en protégeais pas. Je le laissais couper, je le laissais piquer. J'avais besoin de le sentir. Chaque centimètre de ce à quoi j'avais survécu. De l'autre côté de la place, je vis une silhouette familière appuyée contre un pilier. Sophie. Son propre divorce avait été finalisé la semaine dernière. Elle m'avait envoyé un court message, fait. J'ai l'impression de me réveiller après une opération. Maintenant, elle était là, les bras croisés, regardant le ciel comme s'il pouvait offrir une réponse. Je m'approchai lentement. Elle tourna la tête, offrit un hochement de tête. Alors, paperasse faite, signée et bouclée, dis-je. Plus de Camille Dubois. Sophie laissa échapper un petit rire essoufflé. Et plus de Julien Lefebvre. Nous restâmes en silence un moment. Pas en deuil, juste en train de respirer. Elle me regarda. Tu penses parfois à tout le temps qu'on perd à prétendre que tout va bien. Tous les jours. Tu penses que tu feras confiance à nouveau un jour? Je haussai les épaules. J'apprends encore à me faire confiance à moi-même. Sophie hocha la tête. C'est un début. Nous ne fîmes pas de plan. Nous ne nous prîmes pas dans les bras. Nous partageâmes juste une immobilité, puis dérivâmes dans des directions séparées. Deux personnes qui n'étaient plus liées à la même tempête. Camille, quant à elle, emménagea avec sa sœur. Un duplex dans la banlieue ouest avec de la peinture écaillée et une balancelle de Porsche affaissée. Elle postait des photos filtrées du bébé, souriant, gloussant, mais les arrière-plans racontaient toujours une histoire plus silencieuse. Le désordre, la lumière tamisée, le silence de recommencer avec moins que ce que l'on attendait. Je ne la traquais pas. Mais parfois j'apercevais des bribes. Elle luttait. Julien était parti. Il avait quitté la ville au moment où son nom avait atteint le tribunal des divorces. Pas d'appel, pas de chèque, juste volatilisé comme s'il n'avait jamais existé. Et Camille, elle apprit ce que cela signifiait de donner à un enfant le nom d'un fantôme. 6 mois plus tard, le printemps revint à Paris avec une chaleur timide et des fleurs éparses. Le genre de journée qui essaie de vous convaincre que l'hiver n'a jamais vraiment eu lieu. Je n'avais pas prévu de la voir. C'est juste arrivé. Je coupais par le parc lors de ma marche vers la maison, quelque chose que j'avais commencé à faire ces derniers temps juste pour garder l'esprit clair, quand je l'aperçus sur un banc près de la mare au canard. Camille. Elle paraissait plus vieille, pas en années, mais par gravité. Ses épaules voûtées vers l'intérieur, les cheveux tirés en arrière sans soin. Ses yeux vifs et calculateurs, s'étaient ternis en quelque chose de lointain. Le bébé, maintenant un peu plus grand, était assis sur ses genoux, enveloppé dans une veste bouffante, serrant un anneau de dentition comme si c'était une boussole. Elle ne me remarqua pas avant que je ne sois presque passé. Puis elle cligna des yeux. Thomas. Je m'arrêtai. Il n'y avait pas de colère dans sa voix. Pas de tranchant, juste de l'épuisement. Elle ressemblait à quelqu'un qui se réveille encore d'un rêve qu'il ne se souvient pas avoir accepté de faire. Je ne m'attendais pas à te voir, dit-elle, changeant le bébé de position dans ses bras. Je fis un léger signe de tête. Je ne m'attendais pas à être vue. Elle hésita, puis ajouta, il grandit vite. Je regardai l'enfant. Des yeux bruns, des joues rondes, une curiosité tranquille. Je me demandais qui était son vrai père. Je me demandais s'il le saurait jamais. Mais ce n'était plus à moi de courir après ça. Est-ce qu'il sait, demandai-je doucement. Elle secoua la tête. Non. Et Julien s'est volatilisé. Pas de soutien, pas de texto, rien. Je pouvais entendre le ressentiment enroulé sous ses mots. L'amertume qu'elle goûtait maintenant quotidiennement. La vie est devenue toute petite, ajouta-t-elle, vite. Je ne répondis pas. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Elle baissa les yeux vers le garçon.
Il va bien, cependant. Il ne sait pas dans quoi il est né. Je pense que c'est une miséricorde. Je m'accroupis un peu, croisant le regard du garçon. Il cligna des yeux, puis sourit. Un vrai sourire. Pas d'agenda, pas de mémoire. Je dis doucement, je suis désolé pour l'enfant qui est maintenant élevé sans père à cause de la vie dissolue de sa mère. Camille tressaillit mais ne le nia pas. Elle savait que c'était vrai. Je me levai. Elle leva les yeux vers moi et pour la première fois il n'y avait plus de manipulation. Juste quelqu'un assis dans les décombres de ses propres choix, essayant de garder un enfant au chaud avec la couverture en lambeaux du regret. Tu étais un homme bon, Thomas, dit-elle à peine au-dessus d'un murmure. J'espère que quelqu'un le verra la prochaine fois. Je ne souris pas. Je ne regardais pas en arrière. Je m'éloignai simplement. Le gravier crissant sous mes pas, l'air du printemps me frôlant comme un souffle propre. Derrière moi, le parc continuait son doux bourdonnement. Les oiseaux gazouillaient. Les enfants riaient. La vie continuait. Et moi aussi. Car à la fin, la vérité finit toujours par arriver. Parfois dans une enveloppe, parfois dans le silence, mais toujours avec un prix.